Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Ni hao, bienvenue en Chine, bienvenue à Pékin, la Chine, le pays le plus peuplé de la planète avec 1,3 milliard d'habitants. Nous sommes donc dans la capitale chinoise et particulièrement dans le lieu le plus emblématique pour les Pékinois. Il s'agit du parc du Temple du Ciel. C'est ici que pendant 5 siècles, 23 empereurs pékinois sont venus prier pour que les récoltes soient bonnes. Et elles l'ont été, souvent. Nous aussi, les moissons, les récoltes de Bretons ont été bonnes. On en a trouvé pas mal. Je vous propose de les rencontrer. On va découvrir Pékin, bien sûr, et Shanghai. Allez, on y va. Après ce temple céleste, direction la place de la Porte de la Paix Céleste. Littéralement, la place Tiananmen. Recouvrant 44 hectares, c'est l'une des plus grandes places du monde, où le communisme côtoie l'empire féodal et Mao Tse-tung, le dernier empereur. Au centre se dresse le mausolée de Mao, construit à sa mort en 1976. Il est visité tous les jours par des dizaines de milliers de touristes venus de toute la Chine pour voir la dépouille embaumée du grand timonier. C'est exactement ici que Mao proclama la fondation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, devant la porte sud de la cité interdite. Inaccessible au peuple pendant 5 siècles, cette résidence impériale des dynasties Ming et Qing est devenue un musée en 1924 et ne désemplit pas depuis. Son histoire commence au début du XVe siècle, lorsque l'empereur Yongli transfère son palais de Nankin, Nanjing, la capitale du Sud, à Pékin, Beijing, la capitale du Nord. Une histoire qui s'achève en 1912 avec l'abdication du dernier empereur, le Mandchou Puyi, dont le destin fut remarquablement filmé par Bernardo Bertolucci il y a 30 ans. Après avoir traversé les 72 hectares de ce magnifique ensemble, on accède à la colline du Charbon. Un monticule artificiel créé à partir de la terre de remblai issue du creusement des douves de la cité interdite. Au sommet, le panorama est à couper le souffle, dans tous les sens du terme, car on constate à quel point la capitale est polluée. En contrebas, un joli parc permet de mieux respirer. Au printemps, il est recouvert de pivoine, symbole de prospérité. La prospérité, c'est ce que connaît aussi désormais notre première Bretonne, une coiffeuse d'Ille-et-Vilaine, Catherine. Même si tout n'a pas été facile tout de suite, je la retrouve dans son salon de coiffure. Je suis partie de Basse-Bretagne de bonne heure à 18 ans. Je suis partie à Paris parce que je voulais voyager. Et du coup, je suis partie travailler chez Jacques Dessange pour pouvoir voyager à l'étranger. Et c'est là que j'ai commencé à voyager. Et j'ai été à Budapest en premier, après à Moscou, après à Hong Kong. Du coup, après Hong Kong, je suis rentrée en France en essayant de partir en Amérique du Sud et j'ai eu une offre d'emploi pour Pékin qui n'était pas avec Jacques Dessange. Il s'agissait en fait de développer une chaîne de salons de coiffure à Pékin. Elle débarque donc en 2003, ouvre plusieurs salons et de fil en aiguille devient elle-même patronne. En 2007, j'ai créé C2 France et j'ai ouvert 2 salons. Un salon en 2007, 2008, 2009 et le deuxième salon en 2010. Et à l'époque, j'ai eu besoin d'un prête-nom chinois pour la licence d'exploitation. Et en fait, ça s'est mal passé. La personne qui m'a servi de prête-nom a décidé un jour que tout lui appartenait. Et du coup, j'ai tout perdu. Mais elle décide de rester,
rebaptise son salon et recommence à zéro. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, Catherine de France emploie 17 personnes et attire une clientèle variée. Alors on a au moins 40% de Chinois et le reste, les 60%, c'est toutes les nationalités. Les cheveux sont différents, donc c'est pour ça aussi que mon équipe que j'ai formée, je les ai formés à des cheveux caucasiens, européens. Pour eux, ils auront du mal à travailler ailleurs. C'est pour ça aussi qu'ils restent avec moi. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler que sur des Chinois, quoi. Maintenant, ils ont appris à travailler sur beaucoup plus de sortes de cheveux qu'un autre coiffeur dans un autre salon chinois. Catherine n'en oublie pas pour autant sa Bretagne natale. Elle y retourne tous les 2 mois et coiffe régulièrement pour les Fest-Noz. Pour les événements comme le Fest-Noz, où on a un petit stand et on a aussi fait des coiffes bretonnes. Et là, on coiffe les enfants, on leur fait des tresses, on leur met la coiffe bretonne sur la tête et on prend les photos. L'association des Bretons est un peu reliée aux Écossais, aux Irlandais, à tous les autres pays celtiques. Et du coup, nous, on participe quand je sponsorise le bal irlandais, le bal écossais. Et du coup, on fait toutes les coiffures des filles qui servent et tout ça. Catherine retrouve d'ailleurs des Bretons régulièrement lors de dîners comme celui-ci. On peut comprendre l'attrait exercé par ce pays bouillonnant sur ces Bretons, notamment d'un point de vue économique. Malgré un fléchissement de sa croissance en 2015, la 2e économie mondiale affiche encore un taux de près de 7% à faire pâlir d'envie l'Europe. Et Pékin n'est pas en reste. La gigantesque mégapole de 20 millions d'habitants ne cesse de se développer. Aussi grande que la moitié de la Bretagne, elle continue de s'étendre. La capitale compte déjà 6 périphériques, dont les 2 derniers construits en quelques mois avant les JO de 2008, et un 7e est en passe d'être ajouté. Un gigantisme qui ne va pas sans casse. En contrepartie, les fameux hutongs, ces ruelles anciennes qui font tout le charme de Pékin, sont démolies à coups de pelleteuses. Voici par exemple une toute nouvelle construction, la maison France-Chine. Initiée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-chinoise, cet incubateur d'entreprises françaises a été inauguré en octobre 2015. J'y ai rendez-vous avec Jean-François, qui vit ici depuis 9 ans. Ce jeune Finistérien est passé de la mécanique au cours de langue et il a créé son entreprise TaylorMade en 2009. J'ai fait des études en fait, de mécanique auto, donc j'étais pris en stage chez Faurecia à Shanghai. Et ensuite, le pays, ça m'a pas mal plu. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai essayé de trouver un VIE, donc un contrat de volontaire international entreprise. Donc, en fait, à Pékin, je travaillais pour donc une petite PME donc, qui faisait l'économie d'énergie. Et c'est vrai qu'après 1 an et demi, 2 ans, vu que je suis, voilà, j'avais vraiment envie de créer mon entreprise depuis le début. J'ai pensé un petit peu et j'ai voulu lancer ce cours de cette école de chinois parce que je prenais des cours et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de mauvaises expériences. Donc là, j'ai, avec un ami, lancé cette école. On a travaillé ensemble pour pouvoir faire une nouvelle méthode pour pouvoir survivre dans ce pays. Et peut-être après, pour ceux qui ont vraiment des objectifs plus avancés, voilà, d'arriver à un niveau qui puisse leur permettre de travailler et de faire du business en Chine. Le premier niveau qu'on va essayer d'acquérir, qu'un étranger va acquérir ici, c'est le niveau survival, donc qui permet de survivre dans ce pays. Voilà, parce que c'est vrai que sans parler chinois, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Pour apprendre une langue, il faut déjà ne pas être trop ensemble. Donc on a soit des cours privés, soit des cours en petits groupes de 3 à 5 personnes. Ensuite, donc il faut à peu près 4 à 6 heures, ce qu'on conseille aux étudiants par semaine pour prendre des cours et pour avoir des progrès assez significatifs.
Donc ça fait environ 3-4 mois pour arriver au niveau survival et pouvoir se débrouiller dans le monde, dans la vie de tous les jours. Et c'est le niveau que vise Julien. Ce photographe brestois installé ici depuis quelques mois s'est attelé à l'apprentissage de cette langue qui compte pas moins de 54 000 idéogrammes et 4 tons différents. C'est difficile venant en tant qu'Européen, puisqu'on n'a pas de point de repère du tout sur l'écriture. Et au niveau du son, c'est très tonique et il y a 4 tons effectivement en chinois et qui prennent du temps à entendre et à reproduire. Là, par exemple, il y avait aujourd'hui, on a vu un mot qui était gan ou gan. Donc gan, c'est un ton qui descend et monte, et gan, et un veut dire sec, et l'autre veut dire sexy, par exemple. Donc c'est très éloigné. En effet, il ne faut pas se tromper. Très éloigné est aussi la Bretagne pour ces deux-là, que ce soit pour Julien ou pour Jean-François. Ce dernier est également le président de Zhongbraise depuis 3 ans. L'association des Bretons de Pékin, qui existe depuis 20 ans et qui compte une 50aine de membres. Comme en Bretagne, comme partout dans le monde, les associations bretonnes, autour de la Saint-Yves, on va fêter la Bretagne. Donc cette année, c'est du 14 au 22 mai. Ici, nous invitons cette année 2 groupes bretons, Touldrouz et BHT, et 3 jeunes danseuses bretonnes qui vont donc arriver le 11 mai pour une tournée de 10 jours en Chine. Donc ça va passer 4 jours à Pékin, ensuite on va aller à Tsingtao qui est donc jumelé avec Brest, puis Jinan qui est jumelé avec Rennes, et ensuite on va finir à Shanghai. On a aussi des banderoles. J'essaie de retourner 2 fois par an si possible. Cette année ça va faire quand même presque 1 an que je peux rentrer, donc on va dire tous les étés je rentre 1 mois à peu près, et au moins un Noël sur 2. Évidemment le paysage, l'air breton et la mer me manquent aussi beaucoup. Mais voilà, on va dire que c'est surtout le côté humain et les amis et la famille aussi qui manquent. La nourriture aussi, même si au final on peut trouver des kunyamen à Pékin, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de temps en temps la gastronomie bretonne. Mais heureusement, il y a une boulangerie française juste en face de son bureau. Et c'est un autre Breton qui est au fourneau, Gabriel. Ça commence en 2009 à Shanghai. Donc j'ai eu l'opportunité, ne parlant pas chinois au début, ni anglais, de trouver un boulot. Et puis je suis resté 3 ans en tant que responsable côté boulangerie-pâtisserie. Mon patron était français aussi. Et je suis arrivé l'année dernière, ça fait 1 an que je suis à Pékin. C'est un rêve depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû apprendre ça à l'école en primaire, je crois. J'ai appris la culture chinoise avec mes professeurs. Et puis je suis tombé amoureux du pays. Donc c'était un rêve depuis longtemps de venir en Chine et le rêve s'est réalisé. Et pas déçu ? Et pas déçu. Et on pensait avoir beaucoup plus d'occidentaux et là on est arrivé vraiment à 50-50 au niveau de la clientèle, chinois, expat, voire même plus de chinois. Beaucoup de femmes, très peu d'hommes. Les Chinois ne mangent pas très sucré, plutôt salé, donc on a réduit beaucoup au niveau du sucre. À part ça, on n'a pas vraiment changé les recettes, on n'a pas trop changé au niveau du sucre. Le sucre, il y en a en effet très peu dans la cuisine chinoise. Et les desserts sont quasiment absents. En revanche, on trouve toutes sortes de pâtes alimentaires. Les Chinois en sont d'ailleurs les inventeurs, que ce soit sous forme de raviolis, de dim sum, de bouchées à la vapeur ou encore de nouilles tirées, accompagnées et accommodées d'une infinité d'épices et de saveurs. La spécialité de Pékin reste toutefois le canard laqué, à préparer et à déguster selon des rites ancestraux. Ancestral est aussi le goût des Chinois pour la superstition et la numérologie. Le 8, par exemple, symbolise la richesse, le 9, l'éternité, mais le 4 évoque la mort. Et les Chinois l'évitent si possible sur leurs plaques minéralogiques. Des chiffres et des plaques, on en voit alors que l'on accompagne notre prochain Breton sur la route. Gaël habite ici depuis 16 ans.
il propose des circuits en sidecar à partir de Pékin. Premier arrêt, Château Laffitte, une réplique non conforme d'un château français éponyme du XVIIe siècle qu'un milliardaire chinois a fait construire en banlieue de Pékin et transformé en hôtel. Étonnant pays où le plus kitsch côtoie le plus grandiose. On remonte dans les sidecars, direction la Grande Muraille. Quand est-ce que vous avez commencé cette aventure de sidecar très originale et surtout en Chine? Alors moi j'ai commencé en 2007 à faire mes premiers tours de sidecar, comme je suis venu ici par exemple à la Muraille avec des clients. Mais c'était encore un petit job que je faisais pour m'amuser. J'avais fait un site web, je faisais ça le week-end ou de temps en temps dans la semaine. Et puis j'ai commencé à m'y mettre vraiment à fond après les Jeux Olympiques en 2009. Je fais une société complètement étrangère pour avoir les mains libres. Et c'est pas trop dur. Vous êtes quand même d'origine bretonne, notamment par votre père. Vous y allez souvent en Bretagne? En sidecar peut-être pas. Alors c'est un rêve d'amener au moins une ou deux motos là-bas. En vacances, le sidecar c'est génial. Passer entre les gouttes. Mais ouais, j'y vais au moins une fois par an. Et mes parents habitent donc à Guérande, mais la mère de ma femme a une maison à Saint-Pierre-Quiberon. Donc on va là-bas, les copains, tout. Morbihan aussi, j'ai été à l'école à Vannes assez longtemps, donc voilà, j'ai un peu d'attache dans le coin. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la Bretagne ici? Pas grand-chose. Un bon cidre fermier. J'ai un Billig à la maison. Voilà, donc pas grand-chose. Avec le sidecar, on est au pied de la Grande Muraille. Ça, c'est une des visites phares de votre programme, non? Ouais, alors on a 50% des gens qui viennent nous voir, c'est pour la Grande Muraille. Et donc, c'est 2 heures de route dans les montagnes avec la grimpette qu'on va faire. Et justement, la grimpette? Il faut s'y préparer, on va grimper. Oui. Ça, Il y a combien de marches? Je ne vais pas compter les marches, on a 45 minutes, je dirais, en prenant son temps, de marches assez verticales. Donc 45 minutes, c'est pas énorme non plus, c'est pas une grande rando. Et puis on a un pique-nique en haut qui nous attend, on a du vin français, voilà, donc on a la récompense et surtout une super vue, un super panorama. Bon, bah, ça va être une première. On y va? On y va? Allez, on y va. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est marqué là? Et c'est vrai, grimper vers la Grande Muraille est fastidieux. Mais quelle récompense! Gaël avait raison. La vue est époustouflante. Cette fascinante réalisation humaine serpente sur plus de 6000 km et 2000 ans de construction. C'est à la même époque et sous le même empereur, Qin Shi Huangdi, qu'une autre œuvre monumentale émergea. L'armée de terre cuite de Tian, censée protéger le Fils du ciel dans l'au-delà. Resté enseveli pendant plus de 2000 ans, le site fut découvert par hasard en 1974 grâce à ce fermier qui creusait un puits. 40 ans plus tard, quelques 8000 soldats d'argile aux visages tous différents ont déjà été déterrés, assemblés et restaurés. Et il en reste encore, les fouilles étant toujours en cours. Un peu plus loin, Tian est notre prochaine halte. Longtemps endormie après avoir été capitale pendant plus de 1000 ans, la cité a repris de la vigueur et des couleurs ces dernières années. Rare ville à avoir conservé ses anciens remparts, elle est devenue très moderne, offrant un mélange d'enseignes occidentales et de constructions du XIVe siècle. Il y a ici aussi un mélange culturel. Point de départ de la route de la soie, le métissage y semble plus prononcé qu'ailleurs et nous rappelle que l'Empire du Milieu compte pas moins de 56 ethnies, parmi lesquelles les Hui, des Chinois musulmans établis depuis des siècles ici, dans ce quartier qui leur est propre. J'y retrouve Nicolas, sans doute le seul breton de Tian. Alors ici à Xi'an, on est loin en fait de Pékin, on a 900 km, on est sur un territoire plutôt rural qui est en pleine croissance parce que c'est 8 millions d'habitants. Mais on voit en fait dans le comportement des gens, dans l'approche qu'on peut avoir, un sentiment ouais, pas de distance mais de froideur parfois. Et une fois que la glace est brisée, en fait, on a un lien qui est très très fort. On est un petit peu aussi sur
sur les mêmes représentations que celles qu'on peut avoir en Bretagne, avec les contacts humains qui sont parfois difficiles à élaborer et à créer, et qui en réalité se révèlent très féconds et très intéressants. Et des contacts avec les Tiannais, il en a beaucoup puisqu'il est le directeur de l'Alliance française sur place. Alors nous, à l'Alliance, on propose aux Tiannais d'apprendre le français pour le plaisir, pour partir étudier en France, qui représente en fait une grande partie de nos apprenants, donc des personnes qui viennent chez nous et qui prennent des cours avec nous. Sauf que ces apprenants en fait prennent un volume horaire très important, c'est-à-dire qu'ils se forment entièrement à la langue française, et quand ils quittent l'Alliance française, ils sont capables de partir étudier en France en français. Chaque année, on accueille entre 600 et 700 étudiants différents chinois. C'est un nombre qui est en évolution en fait depuis 12 ans, l'année de création de l'Alliance française. Et chaque année, donc, on accueille de plus en plus d'étudiants dans le domaine universitaire, donc des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en France, mais aussi un public beaucoup plus large. On accueille aujourd'hui des enfants en Namur, et on leur propose en fait une initiation à la langue française. Et oui, une future recrue peut-être. Avant de quitter Xi'an et de rejoindre notre dernière Bretonne, chanteuse à Shanghai, nous assistons à cette représentation typiquement chinoise. Changement de décor et ambiance bretonne pour notre arrivée à Shanghai. J'y ai rendez-vous avec Anne, une artiste-interprète morbihanaise installée dans le quartier de l'ancienne concession française. Bonjour Anne, bonjour Marie, bienvenue. Elle est la présidente de Care Shanghai, l'association des Bretons et des Amis de la Bretagne, qui existe depuis 2004. On est peut-être entre 1000 et 1500 Bretons à Shanghai. L'année dernière, donc, on a organisé un grand fest-noz et on a touché sur les 3 jours, puisqu'on avait plusieurs événements. Il y a la délégation de Brest qui est venue, mais on a touché environ 1000 personnes, dont beaucoup de Chinois, puisqu'on a travaillé avec l'Alliance française, qui a beaucoup d'étudiants chinois. Alors que les étudiants chinois représentent aujourd'hui le premier contingent d'étudiants étrangers en France, Anne, elle, a fait le voyage en sens inverse. Elle a étudié le mandarin et a débarqué à Pékin il y a 20 ans. Sa première impression, plutôt un choc qu'un coup de cœur. Ça a été très dur à vivre en fait. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et ça a été d'autant plus fort que je suis tombée amoureuse de Pékin, effectivement, parce qu'au début, ça n'a pas été simple. Le niveau sonore était déconcertant. J'avais l'impression que tout le monde se bagarrait. Les odeurs, enfin voilà, tout ça n'était pas très accueillant pour moi. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une semaine. Et après, au bout d'une semaine, plus ça allait, plus j'adorais, plus je me suis amusée, plus je me suis fait des amis, et tellement d'amis que j'avais envie de vivre à Pékin. La jeune femme, par ailleurs chanteuse, a donc tout mis en œuvre pour réaliser son rêve chinois et allier ses 2 passions, le chant et le mandarin. Alors, entre-temps, donc, je suis diplômée et puis je fais une demande pour entrer au Conservatoire de musique de Pékin, puisque tout mon réseau est pékinois. Et je reçois une réponse positive donc, du gouvernement chinois. J'étais persuadée que Pékin m'avait retenue. Et en fait, c'est le Conservatoire de musique de Shanghai qui m'invite. Alors, énorme déception. Pour moi, Shanghai, ça évoquait l'ouverture vers l'Occident. Et donc, j'avais l'impression de venir en Chine pour me retrouver au plus près de l'Occident, ce qui n'était pas vraiment mon objectif. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais enfin un jour pouvoir te le dire, te l'écrire. Mais Anne finit par aimer Shanghai. Et cela fait maintenant 18 ans qu'elle y vit et chante. J'ai commencé à chanter tout simplement dans les clubs shanghaïens. Et grâce à un réseau que j'ai construit toute seule, j'ai fait les bonnes rencontres et j'ai pu être donc invitée dans plusieurs grandes salles de la ville. Je consacre beaucoup de temps à me vendre en tant qu'artiste ici et puis à organiser, à produire des événements.
et des concerts. Il y a beaucoup de Chinois qui fréquentent les bars, mais ça n'est pas encore dans la culture chinoise. Sortir dans un club pour boire et écouter un concert de jazz, c'est pas dans la culture chinoise. Mais les choses changent vite, très vite en Chine. Alors que les gratte-ciels poussent à vue d'œil, les mentalités évoluent à la vitesse grand V, à l'image de ce train plus rapide que le TGV, le maglev. Petit village de pêcheurs il y a encore 1000 ans, Shanghai, qui signifie au bord de la mer, s'est transformée en une mégapole ultramoderne de plus de 24 millions d'habitants. Une transformation qu'elle doit avant tout aux Anglais, arrivés en 1843, puis aux Français, aux Américains, qui les ont suivis. Cet héritage colonial se situe ici, sur le Bond, terme anglo-indien désignant un quai marécageux. La majorité de ces grands bâtiments de style art déco ou néoclassique ont été construits dans les années 20 et 30 pour abriter banques et maisons de négoce. Le plus célèbre d'entre eux est l'immeuble HSBC, qui n'est autre que la Hong Kong et Shanghai Bank. Après des années de déshérence lors de la révolution culturelle, toutes ces façades ont été réhabilitées. Le commerce et l'économie mis en avant à la faveur de la seconde révolution initiée par Deng Xiaoping dans les années 80, et Shanghai a petit à petit retrouvé des airs de Paris de l'Orient. Voilà, on se quitte à Shanghai, dans l'endroit sans doute le plus calme et le plus ancien de Shanghai, puisqu'il date du XVIe siècle. Je suis dans le jardin du mandarin Yu, construit sur les principes des jardins chinois, avec le yin et le yang, le principe d'équilibre, le yin, le principe féminin, le yang, le principe masculin. Le yin, par exemple, est symbolisé par l'eau derrière moi, qui représente la sagesse. Le yang, c'est le principe masculin représenté par la pierre, entre autres, qui représente la robustesse. Je vous laisse d'ailleurs méditer ces quelques mots de Confucius. Les gens humains aiment la montagne, les gens sages aiment l'eau. Zaijian. C'est trop petit. C'est un exemple. Salut. Oh Dieu. T'as jamais vu une interview comme ça. Merci. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.